Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Cet adage vieux de plusieurs siècles pourrait symboliser l'enseignement du zen. La pratique de la zen en permettant en effet à l'être humain de vivre pleinement et en conscience, ici et maintenant, chaque situation le conduit non seulement à découvrir sa nature profonde, qui est la nature de Bouddha, mais également à découvrir que cet esprit de Bouddha est universel. Nous allons donc voir maintenant avec Roland Rèche comment la pratique de Zazen permet d'accéder à cette connaissance de soi, une connaissance qui n'est pas simple spéculation intellectuelle, puisqu'elle suppose en effet d'être vécue à la fois par le corps et par l'esprit. Bien, Socrate était à la recherche d'une sagesse, et c'est le point de départ même de toute la tradition philosophique occidentale, une sagesse qui, pour lui, ne consistait pas simplement à se tourner vers le ciel ou à invoquer les oracles, mais à apprendre à se connaître soi-même de manière à trouver un mode de vie plus sage, plus en harmonie avec la réalité de notre existence. Le problème de la philosophie qui s'est développée à partir de Socrate, c'est que très vite, déjà avec Platon, on est parti dans le domaine des idées. On est parti dans les abstractions, dans des notions. Et finalement, la philosophie occidentale s'est beaucoup dévoyée dans des constructions mentales, ce qui fait qu'elle a, pour beaucoup, manqué son objet, qui était la recherche d'une sagesse concrète, d'une manière de vivre heureuse, et qui nous permette de nous sentir vraiment en harmonie avec notre être profond. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'à la même époque, c'est-à-dire en gros 5 siècles avant Jésus-Christ, en Orient, en Inde, un homme s'est posé la même question que Socrate. Et Bouddha a fait le pari qu'il y avait un moyen beaucoup plus direct et beaucoup plus efficace d'atteindre à la sagesse et à la libération et au véritable bonheur, qu'il appela le nirvana, en faisant un retour sur soi-même à travers une pratique de méditation qui aboutisse à une connaissance de soi. Mais cette pratique de méditation, donc le zazen, que le Bouddha a découverte au bout de son cheminement, est une pratique qui, à la différence de la réflexion philosophique occidentale, implique une totale présence à soi dans son corps, dans sa respiration, ici et maintenant. Et ça crée une différence fondamentale dans les effets de cette quête de vérité, de cette recherche de sagesse, qui, à travers le zen, n'est pas purement intellectuelle, n'aboutit pas à des constructions mentales, mais aboutit à une intuition, à un ressenti qui modifie immédiatement notre manière d'être au monde. Quand on pratique Zazen, on devient très attentif à comment je suis ici et maintenant dans mon corps. Par exemple, comment je respire. Est-ce que ma respiration est profonde ou superficielle? Et en observant cette respiration, on se rend compte de l'interaction entre notre esprit, nos émotions et notre manière d'être. Par exemple, dès qu'on est pris par une peur, un stress, eh bien, la respiration se bloque. On devient comme quelqu'un qui a peur de se noyer, qui n'ose plus expirer profondément. Alors, la pratique de Zazen nous rend attentifs à ce genre de phénomène au niveau de notre corps. Et quand on ressent cela, d'abord on prend conscience qu'il y a un stress, une peur, donc on apprend à se détendre. Et surtout, on revient à une expiration profonde. Et le mérite même de l'expiration profonde est de centrer notre énergie dans le hara, dans cette partie du bas-ventre, qui est vraiment le centre vital de l'être humain. Et donc d'apaiser le mental, d'apaiser la zone des émotions, du cœur, et de retrouver beaucoup plus rapidement un état serein, un état calme, ce qu'on appelle « soyez zen » dans le langage commun maintenant. Donc, qui nous permet en même temps de faire face à la situation dans laquelle on se trouve d'une manière beaucoup plus appropriée, beaucoup plus efficace. Mais pas seulement la respiration, on apprend aussi à observer le tonus de son corps, comment par exemple une colère qui commence à apparaître, qui génère de l'agressivité, va nous bloquer les épaules, on va être comme un boxeur prêt à contre-attaquer. Et souvent, évidemment, on ne peut pas le faire parce que notre civilisation ne permet pas d'expression des émotions à un niveau physique comme ça. Alors on rentre les choses à l'intérieur de soi et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des épaules douloureuses, avec un dos
le soir, on a l'impression d'avoir porté des fardeaux toute la journée. Souvent les gens comme ça ont des douleurs et ils pensent que c'est du rhumatisme, mais ce n'est pas des rhumatismes, c'est simplement des conflits entre leur désir profond et puis ce qui se passe dans la réalité pour eux, dans leur relation, dans leur contact avec le monde. Alors avec la pratique de zazen, on devient très, très attentif à ça. On devient aussi attentif aux besoins de notre corps. Par exemple, il y a une maxime zen fondamentale qui est quand j'ai faim, je mange, et quand je suis fatigué, je dors. Ça paraît chose élémentaire, mais en réalité, peu de gens ont cette sagesse du corps de respecter vraiment les besoins de son corps. La plupart du temps, les gens, quand ils se sentent fatigués, ils prennent une tasse de café pour continuer à essayer d'être aussi performant que possible, au lieu de se reposer, faire une sieste au milieu de l'après-midi, par exemple. Ou alors, on mange sans faim, parce qu'il y a des rythmes sociaux, des habitudes. Et finalement, on se détraque la santé, et finalement, notre énergie se dégrade, et on n'arrive pas à incarner une véritable sagesse dans notre comportement simple de la vie quotidienne. Donc déjà, la pratique du zen nous apprend à retrouver cette intimité avec le corps, qui n'est pas séparée de notre esprit, et qui fait partie de notre être. Manière de fonctionner, c'est d'essayer de retenir ce qui nous est agréable, de fuir ce qui nous est désagréable, et nous passons notre temps dans une espèce de combat, comme ça, permanent, pour garder les sensations agréables et fuir les sensations désagréables. Mais on ne parvient jamais totalement à fuir le désagréable, ni à garder l'agréable, et de là, beaucoup de souffrances et de tensions apparaissent, et de conflits même. La pratique de zazen, c'est au contraire, c'est un des enseignements fondamentaux du zazen, c'est d'être assis et d'accepter ce qui est sans vouloir saisir ni rejeter quoi que ce soit. Et cette manière de s'harmoniser avec ce qui est, d'accepter la situation présente telle qu'elle est, devient une source de grande libération et de grande sérénité. On arrête le combat, on cesse de constamment se battre contre le désagréable, ou la peur de perdre ce qui est agréable. Et donc il se réalise un détachement intérieur, un relâchement de toutes nos tensions, et finalement une meilleure harmonie avec notre vie réelle de l'instant présent. Et par exemple, il y a une histoire zen que j'aime bien, où un disciple avait demandé à Maître Tosan, quand vient la grande chaleur, la canicule, comme on a eu cet été, ou quand le froid extrême apparaît, comment trouver le lieu où il ne fait ni chaud ni froid. Et Maître Tosan avait répondu à ce disciple, ce lieu, c'est le lieu où quand j'ai froid, j'ai totalement froid, et quand j'ai chaud, j'ai totalement chaud. C'est-à-dire, je fais un avec la chaleur quand il fait chaud, je fais un avec le froid quand il fait froid, et à ce moment-là, il n'y a plus dans mon esprit de regret d'autre chose. Les perceptions, c'est ce qui nous permet de reconnaître, par-delà l'agréable et le désagréable, de reconnaître ce qui se passe, reconnaître ce que nous percevons, reconnaître un son, reconnaître une forme, reconnaître une image. Le problème, c'est que nos organes et notre conscience qui perçoit ne sont pas neutres. On perçoit toujours notre environnement à travers notre expérience acquise, à travers aussi nos préjugés, à travers nos préférences, à travers tous nos conditionnements, à travers ce qu'un maître zen appelait nos lunettes colorées, qui font qu'au lieu de voir le ciel bleu tel qu'il est, on le voit à travers nos lunettes de soleil. Mais là où ça devient plus embêtant, c'est quand on se trouve face à une personne, au lieu de la voir telle qu'elle est, c'est-à-dire d'être réceptif à la personne elle-même, comme une rencontre nouvelle, et sans préjugés, on la voit à travers nos préférences, et immédiatement le jugement se met en route. Alors le zazen permet de prendre conscience de ces mécanismes d'illusion. Comment on s'illusionne dans nos perceptions, et ainsi de retrouver une perception plus objective, avec moins de préjugés, ce qui facilite grandement les rapports humains, et ce qui aussi permet de voir le monde avec un œil neuf,
avec un petit peu ce qu'on appelle l'œil de l'enfant. Le jeune enfant qui voit, qui n'a pas d'opinion sur les choses et qui voit les choses et les êtres très intuitivement, comme il les perçoit immédiatement. Je crois que c'est très important d'être conscient de ses désirs. Beaucoup de gens n'ont pas conscience de ce qu'ils désirent profondément. Et donc suivent les modes, poursuivent toutes sortes d'objets soi-disant de désir, mais qui les laissent constamment insatisfaits parce que ce n'est pas connecté avec ce dont ils ont un besoin réellement profond. Alors, quand nous pratiquons Zazen, on voit défiler tout ce cinéma mental de nos désirs notamment. On ne les réprime pas, ce qui permet de les amener à la surface, de ne pas les refouler. Donc d'être moins conditionné dans notre vie quotidienne, des désirs inconscients qui nous animent, qui animent tout le monde. Mais surtout d'accéder de plus en plus profondément à notre véritable désir, qui est finalement la quête fondamentale de l'être humain. Arriver à se connecter, mais quel est le désir fondamental qui m'anime au fond et qui pourrait faire sens dans ma vie si j'étais réellement connecté avec, mais qui fait que, du fait d'en ne pas en être conscient, eh bien, je suis constamment à côté, à poursuivre autre chose, à des ersatz de satisfaction et jamais réellement profondément satisfait. Et la pratique de Zazen finit par nous mettre en contact avec notre désir spirituel le plus profond, qui est le désir d'éveil. Et qui devient le point de départ alors d'une pratique du Zazen authentiquement spirituelle, authentiquement religieuse, à partir de cette conscience, de ce besoin fondamental à tout être humain de réaliser la dimension spirituelle de sa vie. La conscience est présente à toutes les étapes, car la conscience n'existe pas indépendamment de notre corps. Il y a une conscience du corps, la conscience est conscience de nos sensations, la conscience est toujours conscience de quelque chose. Donc notre conscience nous accompagne constamment, mais la pratique de Zazen nous apprend à ramener cette conscience justement à la présence, à ce qui est ici et maintenant. Mais pas seulement ça. Il est aussi important de lâcher même cette conscience-là. Lâcher la conscience qui est consciente de quelque chose. Parce que c'est utile d'être conscient de ce qui se passe. Mais finalement, la véritable libération, c'est au-delà de la conscience qui crée la séparation entre soi et l'objet. C'est finalement de réaliser cette conscience sans conscience. Cette conscience qu'on appelle dans le Zen Nishiryo, cette conscience au-delà de toute mesure, au-delà de toute dualité, au-delà de toute séparation. Et c'est finalement la conscience qui se réalise quand on est corps et esprit totalement en unité dans l'assise en Zazen. Parmi les livres que nous vous proposons aujourd'hui, celui de Roland Reich, Moine Zen en Occident, il est paru chez Albin Michel. L'autobiographie d'un moine zen de Maître Deshimaru, qui est publié chez Robert Laffont. Zen et Self-Control de Maître Deshimaru, toujours chez Albin Michel. Confiance dans l'esprit de Maître Shen Yen est paru aux éditions Dharma. Et pour terminer, cette biographie de Karl Durkheim qui vient de sortir chez Albin Michel. Je vous rappelle l'adresse à laquelle vous pouvez nous écrire, UBF, boîte postale 240 étoiles, 75 770 Paris CEDEX 16. Le Minitel vous donnera par ailleurs des renseignements complémentaires sur les centres bouddhistes en France. Il vous suffit pour cela de composer le 3615 code France 2. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une très belle fin de journée à tous et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à la même heure sur cette antenne.
Bonjour à tous. Sois zen, c'est ton karma. Ces termes font désormais partie du langage courant. Mais si l'on demande par exemple à ceux qui l'utilisent la signification du mot karma, on s'aperçoit que la plupart des personnes qui l'emploient ne savent pas le définir. Alors, quelle est sa signification? Quelles sont ses implications? Possède-t-il forcément des connotations négatives, voire catastrophiques? Roland Reich, moine zen, va répondre à ces questions dans cette émission qui est consacrée, vous l'aurez compris, bien sûr, au karma. Roland Reich, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été l'un des plus proches disciples de Maître Deshimaru, c'est lui qui vous a ordonné moine en 1974. Vous êtes l'un de ses héritiers spirituels, vous êtes l'un des principaux responsables de la ZI, l'Association Zen Internationale en France, et vous êtes actuellement responsable du dojo de Nice, et vous enseignez également un peu partout en France et en Europe. Alors peut-être la première chose serait de définir ce que l'on entend par karma. Oui, alors le karma, du point de vue du bouddhisme, c'est essentiellement l'action, mais l'action qui n'est pas limitée à l'action du corps, c'est l'action de l'esprit aussi, c'est-à-dire par exemple les intentions, les délibérations, c'est aussi la parole. Et en plus de ça, c'est une action qui est délibérée, qui est orientée par une intention, et qui va avoir des effets. Alors généralement, on englobe dans la notion de karma aussi les effets, mais normalement, il faut distinguer l'action elle-même de ses fruits, qui sont les effets du karma. Alors en fait, quand on emploie le mot karma, c'est pour exprimer la relation de causalité entre l'action et ses effets? La notion de karma implique cette notion de causalité, mais c'est une causalité d'ordre moral. La notion de karma implique fondamentalement la notion de responsabilité et la notion de cause à effet, c'est-à-dire que nous sommes les auteurs de notre vie, nous sommes les responsables de notre vie. Notre vie est ce que nous en avons fait. Donc c'est une notion extrêmement positive. S'il n'y avait pas de liberté, il n'y aurait pas de karma du point de vue bouddhiste. Oui, mais en même temps, vous parlez de liberté, alors qu'on a l'impression que ce que l'on vit actuellement est complètement conditionné donc, par nos actions passées, et que ce que l'on est et sera dans le futur est également en partie conditionné par ce que l'on a été. Alors où est la liberté dans tout ça? Non. Je crois que là, il faut bien comprendre que les effets du karma ne déterminent pas nos actions présentes. Les effets du karma déterminent le type de renaissance et de situation dans laquelle on va se trouver dans cette vie-ci. On peut dire que les effets du karma sont un petit peu les cartes que nous avons à notre naissance. Le jeu de cartes, donc, c'est-à-dire la situation dans laquelle on se trouve, les acquis positifs et négatifs, qui nous sont donnés à notre naissance. Mais ensuite, la manière dont on va faire avec cet ensemble de conditions dans lesquelles nous sommes nés, eh bien ça, c'est notre responsabilité et notre liberté. Donc nous avons la possibilité de prendre conscience de ce dont nous sommes les héritiers, mais de le transformer. Et plus on sera conscient, plus on aura la possibilité d'agir sur la situation qui était la nôtre à l'origine et de la transformer. Donc, par rapport à cette notion de karma, vivre l'instant présent est quelque chose de fondamental. C'est vraiment dans l'instant présent et en étant parfaitement conscient et lucide de l'enjeu de ce qui est en train de se passer pour moi et dans ma relation avec mon environnement, ici et maintenant, je peux infléchir mon action et donc infléchir les effets de mon karma passé. Donc, à partir de quand on peut dire qu'on est conscient des choses? Eh bien, j'aurais envie de dire, un petit peu pour reprendre l'image biblique, à partir du moment où il y a une conscience du bien et du mal, une conscience de la valeur des actes. Un petit peu comme, bon, il y avait l'état d'innocence dans le jardin d'Éden, et puis l'homme a mangé du fruit de la connaissance, du bien et du mal. À partir de ce moment-là, ces actes ont eu des conséquences et des effets éthiques, et du point de vue bouddhiste, donc des effets karmiques. Alors tout à l'heure, vous avez défini le karma comme l'action qui provoque des effets, donc des conséquences. Est-ce qu'à une action correspond un effet, ou est-ce qu'à une action peut correspondre plusieurs effets, et sont-ils immédiats au niveau de leur actualisation? Je pense que généralement, une action produit un effet, mais cet effet va être plus ou moins durable en fonction de l'importance de l'acte. Et puis, l'effet ne va pas forcément être immédiat. Il y a des effets qui sont immédiats, mais il y a des fois, on emploie souvent dans le bouddhisme, on a beaucoup d'images agronomiques, et le karma est souvent considéré comme une graine qui va tomber en terre, qui va mûrir, donner un fruit, et ce fruit va être l'effet de ce karma. Des fois, ça met du temps. Et ça peut, justement, c'est à cause du fait que le karma met du temps à mûrir, parfois, que pour récolter les effets d'une action présente, il faudra renaître
dans une autre vie, ou dans d'autres vies encore. Mais donc c'est complètement indissociable. Karma et renaissance, on ne peut pas les dissocier. Hein. Oui, tout à fait. Nous renaissons parce que nous avons à recueillir le fruit de notre karma passé. Et en même temps, cette renaissance-ci est l'occasion, non pas de subir d'une façon fataliste des conséquences de nos actions passées, mais partant de là, d'en prendre conscience et de les transformer. Par exemple, si moi j'ai rencontré un jour la pratique du zen, j'ai rencontré Maître Deshimaru, je me suis mis à pratiquer zazen, ça va être les effets de mon karma passé, mais c'est pas un mauvais karma, moi j'en suis très heureux. Bah oui, a priori, oui. Si nous sommes ici maintenant en train de parler du karma ensemble, moi j'en suis très heureux et je pense que c'est une bonne chose. Donc les effets du karma ne sont pas nécessairement négatifs, mais à un moment donné, ces effets peuvent nous conduire même jusque sur la voie. Et d'ailleurs souvent, et ça c'est une chose à laquelle on ne pense pas suffisamment, c'est souvent un karma très négatif qui va nous avoir mis dans des situations de souffrance intense, qui vont nous faire remettre en question le train-train de notre vie, nos conditionnements ordinaires, et vont nous faire penser, mais c'est pas possible, il faut que ça change. Une révolution intérieure est nécessaire. Et des fois, le pire devient le meilleur. C'est pas pour autant qu'il faut cultiver les actions négatives, mais des fois quelqu'un qui serait toujours en train d'agir très prudemment en suivant la morale, l'éthique, etc., avec une manière un peu peureuse, des mauvaises conséquences, etc., pourrait avoir une bonne conscience qui ne lui permettrait pas de se remettre en question et donc de changer radicalement son point de vue à partir du karma. Oui, donc c'est pas forcément négatif, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose de très négatif et que la situation est difficile. Le karma, ce qui est important dans le karma, c'est d'en prendre conscience, de prendre conscience qu'il n'y a rien de gratuit dans notre vie, donc nous sommes vraiment libres et responsables de ce que nous faisons, et qu'à partir de là, nous avons une capacité de transformation. Et ce qui est important dans le karma, c'est cet optimisme fondamental de se dire, ce qui m'arrive est justifié, mais à partir de là, je peux en apprendre quelque chose si je réfléchis. Et je peux donc transformer, infléchir ma vie à partir de là. Alors, Zazen participe beaucoup à cette transformation. Bien sûr, oui. On dit souvent que, dans les textes, que Zazen permet de transformer notre karma, entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, deux choses, principalement. D'abord, dans la pratique de Zazen, dans l'état d'observation de soi-même, face au mur dans lequel on est, quand on pratique Zazen, on peut voir défiler notre vie, nos actions passées et présentes, et nos désirs, nos pensées, et donc tout ce qui sont les graines de notre karma, ou les effets de notre karma passé. On peut les observer, en prendre conscience. Et cette prise de conscience-là va déjà avoir un effet de transformation par purification, par la compréhension que l'on en a. Et puis, deuxièmement, la pratique de Zazen est une pratique dans laquelle on ne produit pas de nouveau karma dans le moment même où on fait Zazen. C'est-à-dire que dans le moment où on fait Zazen, le corps est dans une posture juste, n'est dans aucune action particulière, donc ne déclenche pas de karma par l'action. On est silencieux, donc le karma de la parole est coupé, et des fois il est bon de le couper, ce karma de la parole. Et puis, dans la pensée, il n'y a pas de pensée volontaire et consciente. Il n'y a pas de pensée intentionnelle. En Zazen, même l'intention de réaliser l'éveil, d'obtenir le satori est abandonnée. C'est-à-dire que l'état d'esprit fondamental de Zazen est d'abandonner toute intention. Et dans cet état-là, il y a une liberté totale, et on peut dire une remise à zéro des compteurs de notre karma. Et donc ça fait du bien, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a la possibilité justement de se rendre compte que tout peut être remis en question à chaque instant. Il y a une possibilité de remise à zéro, aussi en prenant conscience de la vacuité finalement, de ce qui est l'auteur du karma, c'est-à-dire de cette illusion de notre ego, à laquelle tant qu'on est attaché, on va avoir tendance à développer de plus en plus de karma, c'est-à-dire d'actions volontaires avec l'avidité d'en recueillir les fruits qui provoquent les renaissances. Mais en même temps, en Zazen, si on prend conscience que cet ego a une existence relative, mais fondamentalement illusoire, il y a un détachement qui va se créer par rapport à cette identification à notre ego, et donc ce qui est la source du karma va se tarir. Oui, parce que c'est l'ego, on ne l'a pas précisé, qui est la source du karma. Oui. Hein? Oui, l'ego en tant qu'il est attachement à une certaine idée qu'on se fait de soi-même, de notre personnalité, de ce moi séparé du reste. Alors finalement, en prenant conscience de la nature illusoire de l'ego, on prend conscience de la nature aussi illusoire du karma. Ah, le karma n'est pas si illusoire que ça.
Il se manifeste dans le monde relatif dans lequel on vit, dans le monde des phénomènes, il a des effets. Dire que le karma est illusoire, c'est dangereux parce que ça pourrait vouloir dire que nos actions n'ont pas d'effet, que tout est vacuité. Et à cause de ça, il y a eu des gens qui ont détourné l'enseignement du bouddhisme, comme on peut détourner n'importe quel enseignement, et ont développé une espèce d'attitude irresponsable en disant que de toute façon, puisque la loi fondamentale est celle de la vacuité, nos paroles sont sans effet, et donc on est libre, on peut faire ce que l'on veut. C'est pas du tout la vraie liberté, puisque le thème de notre émission c'est la liberté, c'est pas de faire n'importe quoi, c'est-à-dire d'être le jouet de ses passions et de son ego. Moi je crois que la véritable liberté c'est d'être de plus en plus lucide et conscient, et d'agir, non pas d'être dans la non-action, mais d'agir de manière moins égoïste et d'agir de plus en plus en harmonie avec la véritable nature de notre existence, c'est-à-dire avec notre véritable nature de Bouddha. Donc en fait, le but de cette connaissance permet de se développer spirituellement. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'on est sur cette terre pour apprendre à se développer, et le karma est un excellent maître, parce que le karma, et d'ailleurs le rôle du maître est souvent de nous pointer cette loi du karma. Le karma est un maître parce qu'il nous montre justement les effets de nos pensées, de nos paroles et de nos actions, et donc il nous amène sur le chemin de la transformation. Alors finalement, nous ne pouvons pas échapper à notre karma, mais nous sommes fondamentalement libres de l'assumer ou de ne pas l'assumer. Oui, on ne peut pas échapper aux effets de son karma passé. Oui. Mais par contre, si on développe une pratique spirituelle, une pratique de méditation, à partir de la conscience que l'on prend de ce karma, non seulement on va pouvoir le transformer, mais on va pouvoir aboutir à une existence au-delà de tout karma, sous réserve d'une chose, c'est que la pratique de la méditation, la pratique du bouddhisme en général, nous fait prendre conscience de notre interdépendance et de notre solidarité avec tous les êtres. À partir de là, va se développer un esprit de compassion. Cet esprit de compassion va être la motivation d'un nouveau type d'action, de pensée et de parole, qui sont celles du bodhisattva, celles de l'être qui est complètement animé par cet amour des autres et cette compassion. Alors on peut dire qu'il va créer un nouveau karma. Mais positif. Mais d'abord c'est un karma positif, et dans la mesure où ce sont des actions qui n'ont pas pour but d'en tirer un profit personnel, mais qui sont des actions totalement désintéressées, orientées uniquement vers le salut des autres, en fait on peut dire qu'il s'agit d'actions qui ne produisent pas de karma. C'est-à-dire qu'on peut agir sans que ça soit producteur de karma. Merci Roland. Merci. Alors, parmi les livres que nous vous proposons aujourd'hui, Zen et vie quotidienne de Maître Deshimaru, il est publié chez Albin Michel. Pratiquer le Zen de Pierre Crépon, il est publié chez Pocket. Éloge du silence de Marc de Smet est publié également chez Albin Michel. Chan, Zen, Racine et Floraison est publié par les Deux Océans. C'est un ensemble de textes exceptionnels sur les différents aspects du bouddhisme zen. Et pour terminer, toujours aux Deux Océans, les entretiens de Huangpo. Huangpo était un maître zen du 9e siècle. Avant de vous quitter, je vous rappelle notre adresse, UBF boîte postale 240 étoiles, 75 770 Paris, CEDEX 16. Par ailleurs, le Minitel vous permettra de retrouver notre rubrique livres et vous pourrez ainsi retrouver aussi tous les renseignements sur le bouddhisme en France et voir comment vous procurer des cassettes de notre émission. Merci de nous avoir suivis, nous vous souhaitons une très très belle journée à tous, à dimanche prochain.